Merci d'être là, si nombreux, d'avoir répondu à notre appel. Dire que nous sommes honorés et fiers de vous accueillir dans notre village de Santa Lucia pour ce projet Bello qui fête cette année ses 2 ans. Nous avons cette année accueilli l'Arénage, le CPIE Corté Centre Corse, qui a organisé cet événement avec nous. J'aimerais tout particulièrement les remercier. Je crois qu'ils ont vu le sérieux de notre travail l'année dernière, la rigueur avec laquelle nous avons procédé, et ils nous ont apporté leurs 40 ans d'expérience dans l'organisation de ces événements, notamment Violette Faubert, chargée d'études au CPIE, et Frédéric Perrin, responsable de la logistique. J'aimerais aussi, bien entendu, remercier tous les partenaires. Sans vous, Bello, je pense, n'aurait jamais pu avoir lieu. Les 2 pépinières, la pépinière à Zantouline, représentée ce soir par Marie-Stéphanie Felipigne, la pépinière de Sorioridinde, de Fabrizio Gorir, qui n'est malheureusement pas là ce soir, la mairie de Santa Lucia, bien entendu, qui est avec nous depuis 4 ans, depuis la création de l'association, et M. Bricolage, représenté par son directeur, M. Sébastien Boss. Je commencerai également par vous faire une petite présentation de l'association, pour les Cortenais qui ne connaissent pas forcément notre structure. L'association Azenaros a été créée en 2010. Nous fêtons nos 4 ans cette année. Nous avons pour but l'organisation de manifestations sportives et culturelles. Nous avons notamment organisé le challenge Jean-Martin Guidicelli. C'était la 6e année cette année. Nous avons aussi fait des concerts, le concert du groupe Vidal, ici même. Nous organisons aussi chaque année des balles, toujours à peu près à la même époque, donc l'été. Nous avons aussi pour but l'organisation de soirées à thème, comme ce soir, la préservation de l'environnement, de la culture et du patrimoine. Je crois que niveau environnement et patrimoine, nous sommes en plein dedans, comme Bello tout ce soir. Nous allons, je pense, passer la parole au maire de la commune. Je vous remercie encore d'être si nombreux ce soir. Merci à tous et je vous retrouve tout de suite. Juste 2 petits mots pour vous dire quand même l'honneur revient à l'association Azenaros pour cette journée. Papa? Tombe bien, journée du patrimoine. Le patrimoine, c'est pas que des choses bâties, hein. C'est aussi le patrimoine agricole de notre région. Et quelle belle initiative que Bello. On est partenaire avec l'association parce qu'on pensait depuis le début que c'est quelque chose de très original. Et on le voit déjà dès la seconde année, déjà avec la participation, on le voit de personnes qui viennent de Balagne, de l'extrême sud, et ce qui veut dire qu'il fallait y penser. L'association l'a pensé, encore un grand bravo. Nous, pour ce qui concerne la commune, on est partenaire depuis le début et on le restera et on souhaite longue vie à cette initiative. Le patrimoine agricole des communes, aujourd'hui, justement, il n'est pas au mieux. Hein. Je donnais comme exemple tout à l'heure cette partie du village qui est derrière nous, qui porte le nom de l'Ortace, et qui, il y a quelques années encore, était le grenier du village. Et comme on peut le voir, quelques jardins subsistent grâce à ces personnes qui ont encore cette volonté de résister dans les villages. Et un grand bravo à ces personnes-là, parce que sinon, cette initiative n'aurait pas lieu. Et je pense que justement, avec l'initiative de Bello, peut-être que quelque part, ça va redonner envie à certaines personnes de refaire le jardin. E quelli che non conosce questo buardo che dice dopo 100 anni e 100 mesi l'acqua riviene ai suoi paesi, peut-être que dans quelques années le jardin, grâce à Bello, retrouvera sa place initiale. Voilà. Encore un grand bravo à l'association Azenaros et à tous les partenaires. Bonsoir, moi c'est Violette Faubert au CPIE Centre Corse. Donc il y a un partenaire que je voulais remercier, c'était la CTC, c'est notre partenaire financier. Ce projet, on y a répondu à un appel à projet de la CSTI, donc voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder, on va vite rentrer dans le cœur du sujet. Je voulais tout d'abord remercier les participants
qui ont vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Et merci à tous ceux qui sont venus, qui ont participé. Donc ce projet, l'idée c'était vraiment de valoriser les bonnes pratiques qui sont respectueuses de l'environnement, mais aussi les savoir-faire qui sont liés au jardinage, les savoir-faire traditionnels. Donc je pense que ça a été une réussite, on a eu une trentaine de participants. L'idée c'était pour participer de répondre à un questionnaire sur les pratiques, etc. Et il y avait une grille de notation qui était attachée à ce questionnaire, ce qui a permis d'attribuer des notes à tous les participants. On a ensuite visité avec Marc-Antoine les jardins des 15 premiers, au vu des notes qui étaient attribuées, et on a pu ainsi récolter d'autres informations et prendre des photos. Et nous avons fourni toutes ces informations à nos partenaires qui sont ici présents et qui ont fait le dernier classement juste il y a 1 heure ou 2, quoi. Voilà. Donc je pense qu'on peut passer directement à la remise de prix. Nous allons procéder de la matière suivante. Je vais vous dire les lots qui seront attribués en fonction des places qui ont été définies par le jury composé des partenaires. Donc de la 26e place à la 16e place, nous avons des places offertes par le parc de Saliège. De la 15e à la 11e, un arbre. De la 10e à la 7e, 2 arbres. De la 6e à la 3e, un lot qui est juste ici derrière nous, plus un arbre. Le deuxième, une tronçonneuse plus un arbre. Et le premier, une débroussailleuse et un arbre. Alors nous allons faire, pour commencer, du 15e au 11e. Du 15e, Jean-Hugues Marianne. 14e, Kevin Odé-Guizen. 13e, Ange-Michel Sorrent. 12e, François Sorrent. 11e, Émilie Bernardini. Messieurs, dames, vous avez gagné un arbre. Je crois qu'on peut les applaudir. 10e, Monsieur Jean-Pierre Gambini. 9e, Monsieur Michel Saviani. 8e, Madame Cosima Ribou. 7e, Monsieur Joseph Saviani. Messieurs, dames, vous avez gagné 2 arbres. 6e, Monsieur Jean-Luc Guidicelli. 7e, Monsieur Alain Lancry. 4e, Madame Mélissa Bernard. 3e, Monsieur Lisandro Gambini. Messieurs, dames, vous avez gagné un lot et un arbre. Alors le deuxième a voulu masquer son nom. On ne connaît que son prénom, il s'excuse. Il s'appelle Pierre-François. Il a gagné une tronçonneuse et un arbre, on peut l'applaudir quand même. Et le premier, grand vainqueur, roulement de tambour, Monsieur Pierre-François Lesque, qui a gagné une débroussailleuse et un arbre. On peut l'applaudir. Il faut se lever, il faut se lever. Alors, la réaction du vainqueur peut-être. Écoutez, d'abord, je vous ferai part de ma surprise. Ensuite, je vous remercie d'avoir trouvé que peut-être mon jardin, mais surtout ce que j'essaye de faire, méritait une récompense. Et puis parce que je suis tout à fait dans le même état d'esprit que ce que propose Atzenaros, ce que proposait Monsieur le maire, c'est-à-dire d'essayer de remettre à notre petit niveau le jardin au centre de de quelques préoccupations dans notre village, puisque le village n'a jamais vécu que de ça, du jardin, puisque ceux qui sont venus avant nous ne faisaient que ça, leur jardin, et actuellement, effectivement, c'est tombé un peu en désuétude, donc on essaye quand même, avec nos petits moyens, de le faire pour notre plaisir et pour le village. Parce que nous faisons aussi ça pour notre plaisir. C'est pas une obligation, c'est pas
On a toujours entendu parler de ça, et moi, pour ma part, j'ai toujours entendu parler du jardinage. Moi, je suis toujours occupé quand j'étais gamin, etc., puisque j'ai passé toute ma jeunesse, toutes mes vacances ici. Et le jour où j'ai été à la retraite, la première des choses, ça peut être, enfin bon, partir faire des voyages, etc. Mais j'ai dit, maintenant, je peux faire mon jardin comme il a toujours été, comme il a toujours existé. Et j'essaye pour cela d'employer les méthodes traditionnelles et surtout de retrouver d'autres possibilités de manière à ce que je cultive, le peu de choses que je cultive, soit naturel, le plus naturel possible. Donc j'ai quelques petites idées que vous avez vues. Bon, je fais mon compost moi-même, je couvre l'hiver tous mes terrains avec des cartons, comme ça c'est, comme disait l'autre, leur paresse rend intelligent, on n'a pas à arracher terre le printemps, le terrain est déjà propre, entre autres. Voilà, donc ça c'est des petites idées que j'ai empruntées, parce que je n'ai rien inventé, j'emprunte aux autres, à ceux qui savent, j'emprunte des petites astuces. Alors entre autres, bon après il y a autre chose, planter, comme je disais tout à l'heure, les mauvaises herbes ne sont pas des mauvaises herbes, donc dans mon jardin il y a des mauvaises herbes, mais il faut que tout le monde participe. Moi je veux des légumes, mais les oiseaux partagent les fruits avec moi, des fois ça me chagrine un peu, mais enfin, les abeilles aussi, il faut planter, je replante les fleurs que j'ai toujours vues chez moi, c'est-à-dire des rosiers, des dahlias, des zinnias. J'ai apporté les lavandes aussi, qui est tout dans ce jardin, que ce soit un jardin aussi bien potager que d'agrément. Merci. Voilà, bon, je ne vais pas en dire plus parce que sinon je vais vous tenir les gens pendant 1 heure. Donc il y en a d'autres qui vont parler bien mieux que moi de tout ça. Donc je vous remercie et je vous exprime encore ma surprise, mais je suis flatté de ce prix. Voilà, je vous remercie. Pour les lots, je vous inviterai à les récupérer à la fin des conférences. Ce sera donc avec Violette et moi-même. Sur le côté, voilà, donc on vous donnera ce que vous avez gagné. Par ailleurs, nous avons cette année édité un petit livret qui se trouve sur la table avec tous les petits flyers, qui regroupe, je dirais, les meilleures astuces des participants et des astuces aussi, je dirais, générales qu'on retrouve le plus souvent dans les jardins. Je cède donc la parole à Violette qui va introduire les conférences. L'idée de se retrouver ici ce soir, c'était surtout de partager sur les pratiques et d'échanger sur le jardin, le jardinage, les plantes, etc. Donc on a invité plusieurs intervenants à s'exprimer sur le sujet. On vous a demandé de vous présenter aujourd'hui et c'est pas tout à fait dans le thème qui vous anime, c'est-à-dire le jardinage, de vous présenter une action qui est menée actuellement par le Conservatoire botanique de Corse, national de Corse, et qui est d'essayer de mettre en place une filière de production de plantes et de semences d'origine locale. Donc on ne travaille pas sur des espèces cultivées, comme c'est le thème aujourd'hui, mais plutôt sur des espèces sauvages. Alors pour rappel, le Conservatoire botanique, c'est un service de l'Office de l'environnement dont la principale mission est d'améliorer les connaissances et de travailler à la conservation de la flore locale. Une de nos préoccupations majeures, notamment en ce qui concerne la conservation, est de lutter contre l'invasion par certaines espèces exotiques qui arrivent de plus en plus sur l'île et qui peuvent poser des problèmes sur la flore locale, des problèmes de concurrence notamment. Donc pour essayer de lutter contre ça, et pour essayer de proposer une alternative, de ne pas simplement dire les pépiniéristes vendent des plantes qui viennent d'ailleurs et qui peuvent poser des problèmes, nous avons essayé de proposer une alternative, et cette alternative, c'est d'essayer de cultiver des plantes sauvages. Alors, la première chose que nous avons faite, ça a été d'essayer de déterminer quelles espèces dans la flore de l'île
pouvaient être utilisées, pouvaient présenter des caractéristiques ornementales et pourraient être utilisées donc dans les jardins. Alors cette première chose a été faite, nous avons fait une liste qui est illustrée ici dans un petit catalogue que l'on pourra faire circuler si vous le souhaitez. Et ensuite, on a essayé de faire le tour sur l'île de tous les pépiniéristes pour savoir s'il y avait des initiatives qui allaient dans ce sens ou pas. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y en avait très très peu, puisqu'il faut savoir que la plupart des plants qui sont vendus sur la Corse, de ces 95% de ces plants, viennent soit du continent, soit de pays étrangers, principalement l'Espagne ou l'Italie. Donc très peu d'initiatives locales et une filière qui est très peu structurée. Donc l'idée c'était essayer de regrouper un petit peu toutes les bonnes volontés, tous les gens qui voulaient aller dans cette direction-là avec nous et d'essayer de structurer cette filière. Donc le conservatoire, pour commencer à réaliser la liste dont je vous parlais, et a ensuite été sur le terrain pour collecter les semences pour pouvoir mettre en culture ces espèces-là sur certains sites. Et il nous a fallu trouver pour ça des partenaires. On en a trouvé très peu, 5, qui sont soit des pépiniéristes, soit des associations. Et avec ces partenaires, donc on a conventionné avec eux pour qu'ils puissent mettre en culture ces espèces-là et fournir des fiches de culture qui pourraient après être diffusées auprès d'autres partenaires et d'autres pépiniéristes potentiellement intéressés par cette démarche-là. Donc actuellement on en est au début, c'est un programme qui a commencé il y a à peu près 1 an et la production est en cours. Sur la quarantaine d'espèces qu'on utilise, à peu près 20 ont pu être multipliées et peuvent être déjà commercialisables. Donc ça prend forme. Et la première initiative avec ces plants, ça a été de travailler avec la commune de Lam, qui cette année a organisé au mois de juin un colloque dont le thème était la flore locale. Et ça a été pour nous la première occasion de planter les plants qui ont été produits à titre de démonstration. Donc il faut savoir que le village de Lam, c'est un village fleuri qui est le seul en Corse à avoir 4 étoiles, 4 fleurs. Et donc c'est lui qui participe avec nous pour être témoin de cette initiative-là. Voilà, donc on va continuer à essayer de sensibiliser les gens à ce type de problème-là. Et on espère que d'autres personnes se joindront, d'autres professionnels, parce que ça peut être une ouverture et une diversification. On espère que d'autres personnes donc viendront rejoindre le réseau qu'on est en train d'essayer de constituer. Voilà, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Moi j'en ai aussi une. Siamo da tutti, e a società e a un paese, e all'Unione. E tutta la popolazione e tutto questo cantone. Ma per i giardini è un po' difficile a farli e a lontano. A tenere puliti a tappato. Perché le macchine sono chiamate. E io sono un po' fruste. A memoria di mica lontano. Non come mica di giardini come li può fare. Si chiama un spiccio che andiamo. Un certo separi e un secondo. Castagno non ce n'è più manco pullone. Allora cercate i giovani, di quando va meglio, mettete a volontà se volete tappare. Io ho 80 anni e il mio mistero l'ho sempre saputo qua. Tu veux me poser une question ? Quelle eau on va avoir? Tu viendras me voir à la fin, je te dirai. Une autre question ou quelque chose à dire ?
Non, personne. Bon, on passe au suivant. Une question, je voulais savoir, les vins d'espèces, là, ce sont des espèces endémiques, strictement endémiques, parce qu'il n'y a pas vraiment d'endémisme. En Corse, il y a environ 3000 espèces. Micro, s'il vous plaît. Je disais, en Corse, la flore compte à peu près 3000 espèces. Sur ces 3000 espèces, 350 à peu près sont endémiques et 150 sont endémiques strictes. D'accord. Donc il y a beaucoup d'espèces endémiques. Qui appartiennent au bassin méditerranéen. Non, qui appartiennent à la Corse. Et les espèces qui sont proposées ne sont pas forcément uniquement des espèces qu'on trouve en Corse. Mais le problème, c'est que par exemple, en pépinière, on va trouver des espèces typiques de la Corse, de style le myrte, l'arbousier, qui ne sont pas spécifiques à l'île, mais qu'on va retrouver ailleurs, en Italie, en Espagne ou autre. Et le problème, c'est que les plants de ces espèces-là peuvent être trouvés sur la Corse, mais ils viennent d'ailleurs. D'où les problèmes de pollution génétique des populations locales que ça peut engendrer. D'accord, merci. Je vais essayer de vous parler rapidement de la qualité des légumes et des productions. Donc déjà, le sens est différent suivant qu'on est un producteur ou un consommateur. Pour le consommateur, ce qui va compter, c'est la fraîcheur, le goût, la conservation, les éléments nutritifs et de santé. Pour le producteur, lui, ce qui va être le plus important, c'est la résistance aux maladies, l'adaptation au terroir, la fécondité, qui est un problème assez important à l'heure actuelle, c'est-à-dire la capacité de la semence à se reproduire généreusement et fidèlement comme la graine d'origine. Aussi la capacité de production, le rendement, etc. Alors comment obtenir cette qualité? Il y a plusieurs pistes. Le principe général, ça serait une agriculture basée sur le respect des cycles naturels et des techniques correspondantes. L'observation des besoins de chaque espèce en matière de climat, de microclimat, de sol, d'exposition, de lumière, d'eau, de fertilisation. Les variétés se dégénèrent extrêmement rapidement et on est obligé à l'heure actuelle de les faire pousser en altitude pour essayer de les maintenir un peu plus longtemps. Alors comment peut-on améliorer ces éléments? Le climat, c'est difficile parce que l'échelle évidemment d'action et d'investissement dépasse nos petits moyens à nous. Et là, il faut vraiment une prise de conscience à un niveau supérieur. Bon, on a peut-être un petit rôle à jouer à ce niveau-là déjà. Sinon, en ce qui concerne le microclimat, là, on peut jouer beaucoup plus en implantant des haies, qu'elles soient permanentes ou des haies annuelles, en créant des étangs ou des mares, en montant des murs en pierre, en creusant des fossés, etc. Donc on peut jouer assez fortement sur le microclimat. En ce qui concerne le sol, on ne peut pas changer la roche-mère, hein, ça c'est évident. Par contre, on peut modifier l'aération du sol et sa composition. On peut planter des engrais verts et des plantes accumulatrices, qui sont souvent les mauvaises herbes qui poussent dans nos terrains d'ailleurs. Elles sont là pour ça, parce que le sol fait pousser à un endroit donné ce qui lui est nécessaire pour arriver à un équilibre. Et l'équilibre, la plupart du temps, étant une forêt finalement. Hein, l'état idéal de beaucoup de sols, c'est d'arriver à une forêt. Donc nous, évidemment, en plantant nos légumes, on se met au milieu de ce système-là. Hein. Bon. On peut prendre l'exemple du chardon, par exemple. On a des chardons dans un champ, on dit que c'est la catastrophe, il faut les brûler, les désherber. Enfin bon. En réalité, ce chardon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait notre travail. C'est-à-dire qu'il extrait du sous-sol de la roche-mère du phosphore, et qui manque au sol, puisque justement le chardon pousse là, c'est qu'il manque en phosphore, et en même temps, grâce à sa racine, il fait le sous-solage. Alors évidemment, nous on est toujours pressés. Hein. Nous, notre échelle, mettons, c'est 80 ans. La Terre, elle n'est pas à 10 000 ans près, donc il y a aussi un petit tirage entre ses intérêts à elle et les nôtres. Alors l'exposition, on peut la gérer. Même si parfois en Corse, le soleil que la moitié ou les trois quarts du pays espère voir à la météo tous les soirs et puis se couche déçu parce qu'en gros, il n'y a que nous qui l'avons, les Alpes-Maritimes et le Var. Hein, donc, enfin ici, parfois, il y en a peut-être un peu trop aussi. Hein. Donc, nos légumes n'en sont pas toujours très contents. Alors, on peut le réguler en même temps que le vent avec des haies. Donc, je disais des haies permanentes qui peuvent aussi servir si ce sont des végétaux à feuilles coriaces ou vernis, comme il y en a pas mal dans le maquis. On peut utiliser des végétaux endémiques pour réfléchir le soleil l'hiver, par exemple.
Pour réguler la lumière, on peut, très souvent on emploie des serres pour augmenter la durée de l'année utilisable. Alors ça pose une question, c'est la qualité de la protéosynthèse des plantes. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il n'y a pas un examen à la fin. Donc merci à Patrick Perrin de l'association Onalenza d'avoir intervenu. Est-ce que quelqu'un veut faire une remarque, dire quelque chose? Non? Une question? Abigail, est-ce que tu veux nous présenter ton association et justement cette démarche-là dans ce sens? Merci. En fait, c'est pas mon association. On a formé en 2011, donc ça fait à peu près 3 ans. On s'est rassemblés, on était 7 ou 8 au départ. On avait envie un peu égoïstement, de se trouver des bonnes adresses pour avoir des produits locaux, mais aussi évidemment de soutenir des gens qui essayent des techniques dans les jardins un petit peu intéressantes, un peu expérimentales, dont on lisait à droite à gauche que ça faisait... les résultats étaient très bons, il y avait des bonnes productivités du mètre carré tout en améliorant l'environnement avec plein de conséquences intéressantes. Donc on s'est regroupés en Balagne en disant qu'on allait essayer de faire des actions citoyennes. Pour déjà cette initiative. Bravo aux participants. Alors, je vais vous parler un peu de l'association, déjà de la mission. La mission de base de l'association Cap-Vert, c'est de faire un travail d'ethnobotanique, c'est-à-dire de faire un travail de conservation des variétés qui ont été, qui sont cultivées en Corse. Alors du coup, l'association Cap-Vert a réussi à collecter près de 70 variétés légumières et également près de 300 variétés au niveau fruitier. Donc, tout ça pour essayer de garder justement un patrimoine végétal cultivé. Et derrière ça, on trouve aussi, en plus du végétal, on trouve aussi un patrimoine culturel. Je pense qu'au niveau de la Corse, c'est très très important de préserver tout ça. Donc l'importance aussi de conserver plutôt des variétés locales, c'est aussi au niveau de l'adaptabilité aussi des variétés à leur terroir. Alors, je pense aussi au niveau de la rusticité, mais aussi de ce qu'attendent aussi les gens dans différentes régions de Corse. Notamment, je pense à l'oignon de Tisco, qui est une variété du Cap Corsine, qui a été réhabilité il y a près de 10 ans. Il y a quelques producteurs qui se sont remis à en refaire actuellement. Et l'oignon de Tisco, c'était une production qui était jusqu'aux années 50, qui prenait une place très importante dans le Cap Corse et qui constituait une partie essentielle de la production. La souche la plus résistante en porte-greffe, c'est-à-dire ce qui va mieux donner, ce qui va moins craindre ici le climat et les maladies. Donc souvent on va davantage greffer sur un prunier ou un amandier, mais c'est un peu plus rare, mais souvent on va plus greffer sur un prunier. Parce que l'amandier c'est bon. Ouais. Après, les châtaigniers ne se greffent que sur les châtaigniers. Le pommier et les coins. Le poirier peut se greffer sur du coin ou le poirier sur des églantiers. Tous les plants ne peuvent pas se greffer. Il y a des poiriers que vous ne pouvez pas forcément greffer sur des poiriers. Ça dépend de la qualité du monde. Alors après, dans les techniques simples, il y a... Excuse-moi, ça n'a pas de boulot. Les bouillons. Il y a du bois, pour parler. La lune, c'était la lune, c'était comme ça. Beh, c'è che se tu vedi e se ti fai già la Ça, il faut remonter. Mais il faut greffer quand même la lune montante parce que la montée de greffe, elle se fait. On peut, mais sur l'agriculture, je vais regarder pas ça. Les greffons, quand vous les prenez, normalement, les greffons, c'est l'hiver.
C'est mieux. Au février, quand il n'y a pas de montée de sève, c'est l'idéal. Alors après, le problème, c'est pour les conserver. Conserver, c'est soit froid. Après, si vous voulez un bon truc, c'est les piquer dans des patates. Les piquer dans des patates. Pour les garder parce que le problème, c'est que si vous allez les ramasser en février, vous allez pouvoir faire venir au mois d'avril. Donc, toute la pêche est froide. La clim. On les trempe jamais dans l'eau. Mieux, on les entoure avec un chiffon. On va changer régulièrement, mais on les trempe jamais dans l'eau. Et dans la pomme de terre, ça marche très bien. En plus, bon, comme ça vous permet de passer les pommes de terre qui ont germé. Dans un frigidaire alors. C'est un peu froid. C'est un peu froid. Non, mais le mieux c'est la pomme de terre. Du sable humide aussi un peu, mais c'est pareil, il faut que ça reste toujours quelque chose d'assez aéré. Une grosse pomme de terre, c'est si simple. Manger une pomme de terre. Derrière tous les jardiniers ont des patates et puis il en reste. Alors après, il y a deux. Il y a deux périodes où on va greffer. Il y a le mois d'avril. Alors, au mois d'avril, on appelle ça à œil poussant, parce que la sève va monter, les bourgeons vont vite s'ouvrir. Ça, voilà, ça se fait en mars et avril. Alors ça, c'est la technique. En Corse, on va dire à Poudre, on appelle ça la technique de la fente. Donc c'est très simple. Vous prélevez des greffons. Sur les greffons, il faut toujours qu'il y ait des yeux. Là, on les vend. Les yeux, c'est là où on va sortir ou des petites branches ou des feuilles ou des bourgeons. Mais il faut toujours qu'il y ait des yeux. C'est comme sur les rosiers, c'est même chose. On va prendre le porte-greffe, donc on va couper la branche. Ça se fait que sur des petits sujets, cette technique. Il ne faut pas que vous ayez une branche comme ça là. C'est vraiment sur la petite branche. On va fendre le milieu et on va rentrer. Bon, ça, il faut le faire après avec un petit marteau. Il faut bien les tailler très fin et vous allez les rentrer dans la fente. Après, je vais vous faire passer un peu. Le greffon, il faut qu'il soit taillé, il faut qu'il rentre. Donc là, vous écartez, vous mettez. Après, vous achetez soit de la pâte à greffe, soit les vieux le faisaient avec de la terre rouge, de la terre un peu glaise qu'on va mastiquer. On couvre, on mastique, on met un chiffon ou de la ficelle pour bien les tenir en place. L'idéal, c'est que ça soit pas perméable. Il ne faut pas qu'il y ait ni l'eau ni l'air qui rentre. Si l'eau rentre, ça va vous faire pourrir votre bois à la branche aimante. Si l'air rentre, ça va favoriser les champignons et tout ce qui va avec et ça va. Donc ça, c'est la technique de la fente. Après, si quelqu'un peut regarder, après, pour les plus gros sujets, donc ça c'est qu'au printemps. Pour les plus gros sujets, on a la couronne. La technique de la couronne, c'est la même, sauf qu'au lieu de faire une fente, on va décoller l'écorce. C'est le plus difficile et ça se fait au bon moment. Et il faut bien arroser l'arbre avant, pour qu'il soit... Ramollir un peu l'écorce. Donc là, on va décoller. Parce qu'il ne faut pas casser l'écorce. On va décoller l'écorce et on va rentrer les greffons. Alors quand on fait en couronne, par contre, on n'en met pas qu'un. On n'en met pas qu'un pour la bonne et simple raison que quand la sève va monter, si vous avez qu'un greffon sur la branche, ça va lui faire un amas de sève énorme, ça va le crever de suite. Donc en couronne, on en met au moins 4. Voire 5 suivant la taille de la... Les greffons, là j'ai pris du petit parce que bon, en plus c'est pas des greffons qui ont été pris, j'ai pris des morceaux de branche. Quand vous prenez les greffons, il faut toujours aussi prendre les greffons par rapport à la taille. Si vous allez couper un arbre comme celui-là derrière, couper des branches, mettez pas des greffons comme ça au bout des branches. Quoi. Je veux dire, si l'arbre est déjà grand, je ne dis pas de prendre des greffons d'1 mètre, mais de prendre déjà des branches qui vont faire 25-30 cm. Il faut qu'il y ait une proportion entre le greffon et le porte-greffe. Voilà, c'est normal parce que la montée de sève, après je vais vous montrer les bourrelets, mais la montée de sève, quand la sève monte, elle va monter en pression, surtout au printemps. Et il faut que ce qui soit accroché dessus, ça va. Après, il y a la... Ça se fait à quelle période? La couronne, non, avril. Là aussi. Sur la couronne, oui, c'est le même chose. Donc ça va être sur les cerisiers. Tout ce qui est amandier, abricotier, tous les arbres, les pommiers, vous pouvez le faire aussi. On peut quasiment le faire sur tous les arbres. Avant une première montée de sève, donc ça donc ça, sur du plus gros sujet, c'est la même technique. Vous avez une intervention sur le motomina. Ça se fait souvent sur les cerisiers. On en mettre ensuite, on a la greffe à œil. Alors là, pour la sentir, ça va être important. Ça s'appelle à écusson. Ah, l'écusson. C'est ça, la greffe.
Non, je l'ai bien rentré. Ouais, le facile, c'est sur les figues, la l'écusson. Alors, l'écusson, ça se fait sur tous les arbres. Oui, mais Absolument tous les le arbres. figuier, c'est facile. Feuillet, c'est facile. Donc, en fait, il faut couper un petit morceau d'écorce. Vous allez couper un petit morceau d'écorce comme ça. Vous allez découper toujours où il y a une feuille. Vous allez couper là, il y avait la feuille juste ici. Voilà, là, là, il y a la feuille, vous en gardez une. Les autres, vous les coupez, vous gardez l'œil. C'est comme si là, je découpais le petit rectangle. D'accord? Les feuilles, après, vous les enlevez, vous laissez juste les tiges. Vous en laissez qu'une normalement. Bon, là-dessus, il faut le morceau d'écorce et... l'œil. Autant que possible. Et là, voilà, là, on peut la couper là. Vous laissez le pétillon. Ensuite, on va faire... Bon, là, c'est pareil. Vous ne le mettez pas en plein milieu de la branche. Pas tout en haut, mais bon, vous sélectionnez quand même. Vous faites la découpe. Alors moi, la découpe, je l'ai fait un peu large parce que c'était dur, c'est du cerisier. Le cerisier, ça ne se reste pas. Souvent, on le fait sur les abricotiers ou les figuiers parce que l'écorce est beaucoup plus souple. Donc, vous ne faites pas forcément tout l'encart. Vous pouvez juste faire une croix, vous écartez. Voilà. Vous le rentrez. Non, Mettez en haut comme ça, et là vous arrivez à écarter les œufs de la descente. Et c'est ce qu'on fait aussi sur les rosiers. Si vous voulez greffer vos rosiers, c'est ce qu'on fait aussi. Donc c'est le même principe. Donc ça, vous la mettez en place. Pareil, hein, un peu de mastic, vous pouvez l'attacher pour éviter qu'il tombe. Au bout de 2 semaines, si vous voulez savoir si elle a pris, quand vous tirez là-dessus, il doit vous rester par la main. Il doit faire un trou propre. Et la cicatrice, c'est la cicatrice. Si ça se déchire pas, si la moitié du greffon vous vient dans la main, si c'est pourri en dessous, vous pouvez la recommencer. Alors celle-là, pareil, elle va se faire au mois d'avril, c'est à œil dormant. Et au mois d'août, on la fait à œil dormant. Parce que ça ne partira pas avant le mois de mars de l'année d'après. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de le faire au mois de septembre. Fin août, début septembre, c'est beaucoup mieux.